Imaginez que vous vous trouviez dans le vide de l'espace. Un ami se tient à 299 792 km de vous. Vous prenez une photo avec votre smartphone. Le flash se déclenche. Votre ami voit cette lumière, exactement une seconde plus tard. La lumière met une seconde pour parcourir cette distance. Elle se déplace à 299 792 458 mètres par seconde. Cette vitesse de la lumière, elle a des particularités. Elle ne dépend pas de la source. Elle ne dépend pas de l'observateur. Elle ne dépend pas de la direction. Dans le cadre de la relativité restreinte, aucune particule massive ne peut atteindre ou dépasser cette vitesse. Aucune information ne peut se propager plus rapidement que la vitesse de la lumière. Cette limite ne résulte pas d'une contrainte technologique. Elle découle de la structure même de l'espace-temps. Elle fixe la limite des interactions possibles. Depuis plus d'un siècle, aucune expérience n'a mis cette limite en défaut. Elle constitue l'un des piliers les plus solides de la physique moderne. Pourtant, à l'échelle cosmique, quelque chose fait sauter cette limite. Quelque chose va plus vite que la lumière. Pendant longtemps, l'humanité a pensé que la lumière se propageait instantanément. En 1676, un astronome danois, Paul Romer, travaille sur les éclipses de Io, une des lunes de Jupiter. Au fil de ses observations, il remarque que ces éclipses ne se produisent pas toujours à l'heure prévue. Parfois, elles sont en retard lorsque la Terre s'éloigne de Jupiter, parfois elles sont en avance lorsqu'elle s'en rapproche. Entre deux configurations opposées de l'orbite terrestre, c'est-à-dire entre une position de la Terre au plus proche de Jupiter et une position au plus loin, l'écart maximal observé est de 22 minutes. Romer interprète ce retard comme le temps nécessaire à la lumière pour traverser le diamètre de l'orbite terrestre. Il estime ainsi la vitesse de la lumière à environ 220 000 km par seconde. La valeur est approximative, mais ce n'est pas la valeur qui est importante. Ce que cette expérience démontre, c'est que finalement, la lumière ne se propage pas instantanément. Elle n'a pas une vitesse infinie. Elle a une vitesse finie. Au cours des 19e et 20e siècles, les technologies permettent de faire des mesures de plus en plus précises de cette vitesse. Et c'est finalement en 1983 que la Conférence générale des poids et mesures décide de fixer la valeur exacte de la vitesse de la lumière à 299 792 458 mètres par seconde. Ce n'est plus une valeur mesurée, c'est une constante définie. La vitesse de la lumière devient ainsi une référence fondamentale du système international d'unité. À la fin du 19e siècle, on sait donc que la lumière possède une vitesse finie. On sait aussi que la Terre tourne autour du Soleil à environ 30 km par seconde. Dans la mécanique classique, les vitesses s'additionnent. Imaginons un train qui roule à 100 km par heure. Imaginons que Usain Bolt court sur le train à 30 km par heure dans le même sens. Vous êtes au premier étage de la gare. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez passer Usain Bolt. Vous mesurez sa vitesse. Il va à 130 km par heure. Les vitesses s'additionnent. Si la lumière obéissait à cette règle, alors la vitesse mesurée sur Terre devrait dépendre du mouvement de la Terre autour du Soleil. Elle devrait être différente selon si on émet dans le sens du déplacement orbital ou dans la direction opposée. On doit donc pouvoir mesurer cette différence de vitesse. Et c'est précisément cette différence que Michelson et Morley cherchent à mesurer en 1887. Ils divisent un faisceau lumineux en deux directions perpendiculaires. Les deux trajets ont exactement la même longueur. La lumière parcourt chaque trajet, est réfléchie par un miroir, puis revient. Si les vitesses diffèrent, même légèrement, le décalage sera détectable. Ils font tourner l'appareil pour tester toutes les orientations. Ils répètent les mesures à différentes périodes de l'année. Le résultat est clair.
Aucune différence mesurable n'apparaît. À chaque fois, la vitesse du faisceau lumineux est identique dans les deux directions testées. La vitesse de la lumière est identique dans toutes les directions. Elle ne dépend pas du mouvement de la Terre. La lumière ne suit pas la règle classique d'addition des vitesses. Cela suggère qu'elle obéit à une règle différente. En 1905, Albert Einstein propose une nouvelle description du mouvement et du temps. Il ne remet pas en cause les résultats expérimentaux. Il ne conteste pas les mesures de la vitesse de la lumière. Il accepte que cette vitesse soit la même pour tous les observateurs. Ce qu'il modifie, c'est le cadre conceptuel. Sa théorie repose sur deux postulats simples. Son premier postulat, c'est « les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels inertiels ». Son deuxième postulat est une généralisation du constat de Michelson-Morley. La vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement. Cette théorie, c'est celle qu'on appellera plus tard la relativité restreinte. Cette hypothèse entraîne des conséquences mesurables, la dilatation du temps et la contraction des longueurs. Dans la mécanique classique, le temps est universel. Deux horloges synchronisées restent synchronisées. Dans la relativité restreinte, ce n'est plus le cas. Si deux observateurs se déplacent l'un par rapport à l'autre, ils ne mesurent pas le même temps entre deux événements. C'est la dilatation du temps. De même, une longueur mesurée dans le sens du mouvement est contractée. C'est la contraction des longueurs. Ces effets ne sont pas des illusions. Ils sont nécessaires pour préserver l'invariance de la vitesse de la lumière. Et l'addition des vitesses change également. Si Usain Bolt se déplace à une vitesse de 30 km/h par rapport au train, et que ce train se déplace à une vitesse de 100 km/h par rapport à la gare, la vitesse mesurée n'est pas 100 plus 30. La formule au relativiste d'Einstein nous donne 129,9999996 km/h. Bon, faut bien reconnaître que sur de petites vitesses, la différence est minime. Ici, n'importe qui arrondirait à 130 km/h. Sur des grandes vitesses, en revanche, c'est significatif. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la formule de la relativité restreinte d'Einstein garantit qu'aucune vitesse résultante ne dépasse la vitesse de la lumière, même lorsque chacune des deux vitesses est extrêmement proche de celle de la lumière. Cette formule nous dit qu'il n'est donc pas possible d'aller plus vite que la lumière. La vitesse de la lumière ne limite pas seulement le mouvement, elle limite la transmission d'informations. Imaginons deux personnes qu'on va appeler Amy et François, très éloignées l'une de l'autre. Amy est la personne qui va émettre, François est la personne qui va recevoir. Donc Amy émet et François reçoit. Amy appuie sur un bouton qui déclenche un signal lumineux. François ne peut recevoir cette lumière qu'après un certain délai. Ce délai dépend de la distance. Rien ne permet d'envoyer l'information instantanément. Toute interaction physique met un temps minimal pour se propager. Si un événement A, l'envoi par Amy, influence un événement B, la réception par François, cette influence ne peut pas se transmettre instantanément. Elle doit voyager à une vitesse inférieure ou égale à la vitesse de la lumière. Maintenant, supposons que malgré tout, Amy découvre un moyen d'envoyer son signal plus vite que la lumière. Imaginons que François soit en mouvement rapide. Dans ce cas, selon son point de vue, le signal pourrait être reçu avant même d'avoir été envoyé. L'assemblage de plusieurs signaux lumineux, c'est ce qui permet, de nos jours, de communiquer. On envoie des signaux lumineux, autrement dit, des signaux de lumière. Si dans notre exemple, Amy n'envoie pas un, mais plusieurs signaux lumineux qui constituent un message. Du point de vue de François, on l'a dit, le signal pourrait être reçu avant même d'avoir été envoyé. Le message d'Amy pourrait arriver avant son émission. Ainsi, un effet pourrait précéder sa cause. Cela ne serait pas simplement étrange.
Cela rendrait la chronologie des événements incohérente. Un observateur verrait le signal lumineux après l'appui sur le bouton. Un autre pourrait voir ce signal avant l'appui. La notion de cause et d'effet ne serait plus universelle. La relativité restreinte est construite pour empêcher cette situation. La limite de la vitesse de la lumière garantit que tous les observateurs, même s'ils ne mesurent pas le même temps, s'accordent toujours sur l'ordre des causes et des effets. Quelle que soit la vitesse de déplacement de François, il recevra toujours le signal lumineux après qu'il a été émis par Amy. La vitesse de la lumière n'est donc pas seulement une valeur maximale. Elle protège la cohérence temporelle des interactions physiques. Elle protège la causalité. Au début du XXe siècle, on pense encore que la Voie lactée constitue l'ensemble de l'univers. Mais dans les années 1920, Edwin Hubble montre que les nébuleuses spirales observées au télescope sont en réalité d'autres galaxies. Elles sont situées à des distances très supérieures aux dimensions de la Voie lactée. L'univers est donc composé de multiples galaxies. Hubble analyse la lumière provenant de ces galaxies et constate un décalage vers le rouge. En spectrométrie, quand une source lumineuse a un décalage vers le rouge, cela indique que la source lumineuse s'éloigne. De même que quand on a un décalage vers le bleu, la source lumineuse se rapproche. Dans le cas de Hubble, c'est dans le rouge, donc les galaxies s'éloignent. En 1929, Hubble établit une relation très simple, entre la distance d'une galaxie et sa vitesse d'éloignement. Aujourd'hui, nous savons que cette relation s'applique à grande échelle, pour les galaxies qui ne sont pas liées gravitationnellement. Ces galaxies s'éloignent à des vitesses proportionnelles à leur distance d'éloignement. Plus une galaxie est éloignée, plus sa vitesse d'éloignement est grande. Si la distance double, la vitesse double. Si la distance triple, la vitesse triple. La relation est linéaire. Elle ne comporte pas de limite apparente. Pour une distance donnée, la vitesse correspondante peut être calculée directement à partir de la loi de Hubble. Cette loi décrit le comportement global des galaxies à grande échelle. Elle constitue l'un des fondements de la cosmologie moderne. En 1915, Albert Einstein va plus loin. Il ne corrige pas la relativité restreinte. Il l'élargit avec la relativité générale. La relativité restreinte décrit les mouvements uniformes. La relativité générale s'attaque à quelque chose de plus profond, la gravitation. Depuis Newton, la gravitation est considérée comme une force. Je lâche une pierre. Elle tombe parce qu'elle est attirée par la force de gravité de la Terre. Une force invisible qui attire les masses les unes vers les autres. Einstein propose une idée différente. La gravitation n'est pas une force. C'est une déformation. La matière et l'énergie modifient la géométrie de l'espace-temps. Pour illustrer cela, on utilise souvent l'analogie du trampoline. Imaginez la toile d'un trampoline. Elle est tendue, toute plate. Cette toile représente la géométrie de l'espace-temps. Posez dessus une boule de bowling qui symbolise par exemple le soleil. La boule de bowling crée une modification de la toile, une pente, comme le soleil crée une modification de la géométrie de l'espace-temps. Les objets qui sont pris dans cette modification de géométrie de l'espace-temps, qui sont pris dans cette pente, suivent simplement les trajectoires imposées par l'objet qui la provoque. La différence avec le trampoline, c'est que la géométrie de l'espace-temps s'applique dans toutes les dimensions. Avec la relativité générale d'Einstein, l'espace-temps n'est plus un décor immobile. Il devient dynamique. Les équations d'Einstein relient la matière à la forme de l'espace-temps. Lorsqu'on applique ces équations à l'univers entier, une surprise apparaît. Les solutions ne sont pas statiques. L'univers peut évoluer. En 1922, Alexandre Friedmann montre mathématiquement que ces équations autorisent un univers en expansion. Et en 1927, Georges Lemaître relie cette expansion aux observations astronomiques. Dans ce cadre, les galaxies ne se déplacent pas à travers un espace fixe. C'est l'espace lui-même qui change.
La distance entre deux galaxies peut augmenter, non pas parce qu'elles accélèrent dans l'espace, mais parce que la structure de l'espace évolue. La relativité générale autorise donc une expansion globale de l'univers. Et cette expansion n'est pas soumise aux mêmes contraintes que le mouvement local décrit par la relativité restreinte. Depuis le début, nous avons établi une chose essentielle. La vitesse de la lumière est une limite. Elle est mesurée. Elle est indépendante du mouvement de l'observateur. Aucun objet massif ne peut l'atteindre. Aucune information ne peut la dépasser. Cette limite est locale. Elle s'applique à tout ce qui se déplace dans l'espace-temps. Mais la relativité générale introduit une idée différente. Elle ne décrit pas le mouvement des objets. Elle décrit l'évolution de l'espace lui-même. La loi de Hubble montre que plus une galaxie est éloignée, plus sa vitesse d'éloignement est grande. À très grande distance, cette vitesse dépasse celle de la lumière. Et c'est là que tout semble basculer. Car cela ne signifie pas qu'une galaxie traverse l'espace plus vite que la lumière. Localement, aucune galaxie ne dépasse la vitesse de la lumière. Ce qui augmente, c'est la distance. L'espace entre les galaxies s'étire. Ce n'est pas un mouvement dans un décor fixe, c'est le décor lui-même qui évolue. La relativité restreinte interdit de dépasser la lumière dans l'espace. La relativité générale autorise l'espace à changer. La limite locale est intacte. La causalité est préservée. La réponse à la question posée au début est donc précise. Ce qui peut croître plus vite que la lumière, ce n'est pas un objet. C'est la distance créée par l'expansion de l'espace. Alors qui a tort? Einstein ou les galaxies? D'un côté, la relativité restreinte affirme qu'aucune information ne peut dépasser la vitesse de la lumière. De l'autre, la loi de Hubble semble indiquer que certaines galaxies s'éloignent plus vite que cette limite. Les deux ne peuvent pas être vrais, à moins que nous confondions deux choses différentes. La limite de la lumière est locale. Elle s'applique à tout objet qui se déplace dans l'espace-temps. Mais l'expansion cosmique ne décrit pas un mouvement dans l'espace. Elle décrit une évolution de l'espace lui-même. Les galaxies ne traversent pas l'espace plus vite que la lumière. C'est la distance entre elles qui augmente parce que l'espace s'étire. Localement, la limite est intacte. Globalement, la géométrie évolue. Il n'y a pas de contradiction. La relativité restreinte et la relativité générale ne s'opposent pas. Elles décrivent deux niveaux d'un même phénomène. La loi de Hubble implique qu'à grande distance, la vitesse d'éloignement dépasse la vitesse de la lumière. Cela signifie qu'il existe des régions de l'univers dont la lumière émise aujourd'hui ne nous atteindra jamais. Non pas parce qu'elle va trop lentement, mais parce que l'espace entre nous et ces régions s'étire trop vite. Certaines galaxies que nous voyons encore aujourd'hui émettent une lumière qui sera la dernière que nous recevrons d'elles. Au-delà d'une certaine distance, l'univers devient définitivement inaccessible. De telles affirmations ouvrent la porte à de nouvelles questions. Quelle est la taille réelle de la partie observable de l'univers? Et combien de choses se trouvent déjà au-delà de ce que nous ne pourrons jamais voir? Les réponses dans de futurs épisodes. Abonnez-vous.